ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi, à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire ? Tout est confus en moi et bien clair en même temps. Que peut écrire Misak Manouchian à ce moment ? Les Allemands lui laissent juste le temps pour une dernière lettre. Le 21 février 1944, à 15h, il est fusillé avec ses camarades sur le mont Valérien. De cette fusillade, il reste une trace. Une série de 10 photographies prises clandestinement par un officier allemand, Clemens Rütter. Parmi elles, seules 3 sont exploitables. Elles sont à ce titre un témoignage aussi unique qu'exceptionnel. Clemens Rütter est un sous-officier allemand, mais profondément anti-nazi. Il est chargé du transfert des condamnés de leur prison au lieu d'exécution. Ce lundi 21 février, Clemens Rütter décide, alors que cela lui est interdit, de photographier ce qui va se passer. Placé en surplomb du lieu où se trouve le peloton d'exécution, il prend clandestinement cette série de photographies. Analysons cette photographie. Que nous apprend-elle ? Comme nous pouvons le voir sur ce cliché, la fusillade se déroule dans une clairière, sur le mont Valérien. Le mont Valérien est un fort situé à Suresnes, au nord-ouest de Paris. Il est idéalement placé pour les Allemands, derrière des hauts murs, à l'abri des regards. Il permet de réaliser des exécutions discrètement. La première a eu lieu le 1er mars 1941. Au total, jusqu'en juin 1944, on compte 640 condamnés à mort et 370 otages exécutés. Près de la moitié des exécutions réalisées par les nazis sur le sol français. Revenons à la photographie. Au premier plan, on voit le peloton d'exécution. C'est un groupe de soldats allemands organisés en 2 rangées. La première rangée est accroupie et la deuxième debout. Ces soldats, armés de leurs fusils, sont chargés de l'exécution des condamnés. On remarque le nombre très important de soldats allemands mobilisés pour cette tâche, une 40aine. Les historiens expliquent que cela permet de déculpabiliser les tireurs qui sont de simples soldats qui doivent obéir aux ordres. Pour ces soldats, leur balle n'est pas forcément celle qui donne la mort. Au second plan, au centre de la photographie, on voit les condamnés. Ils sont 4. 3 sont bien visibles, un 4e est caché par une branche. Clemens Rütter nous dit « Ils étaient liés à des poteaux ». Ils ne sont qu'à quelques mètres de leurs exécuteurs. La photo est sans doute prise après l'exécution. En effet, les corps des 4 condamnés semblent sans vie. Selon les historiens, ces 4 hommes seraient Celestino Alfonso, Joseph Boxer, Émeric Glass, Marcel Reimann. Ce sont 4 partisans du groupe Manouchian. Les autres condamnés attendent, enfermés dans la chapelle située à quelques mètres de la clairière. Ils seront acheminés à leur tour, par groupe de 4 ou 5, vers le lieu de leur exécution. Clemens Rütter conclut : les fusillés furent mis sur place, dans des cercueils. Nous devions encore accompagner le transport jusqu'au cimetière. Là-bas, ils étaient inhumés dans une fosse commune. Ce 21 février 1944, vers 16h30, tout est fini. 22 des résistants du groupe Manouchian ont été exécutés. La 23e, Olga Banchik, sera envoyée en Allemagne pour y être guillotinée. Qui sont ces 23 résistants ? Qu'ont-ils commis pour être condamnés à mort ? Qui est Misak Manouchian ? Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne pas t'avoir rendue heureuse.
J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents en Arménie. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant au soleil et à la belle nature que j'ai tant aimé que je dirai adieu. À la vie et à vous tous. Ma bien chère femme et mes bien chers amis. Misak Manouchian est né le 1er septembre 1906 dans l'Empire ottoman, dans le village d'Adıyaman, province de Mamouret-ol-Aziz. À la fin du 19e siècle, les minorités chrétiennes, dont les Arméniens font partie, sont la cible du pouvoir ottoman. 2 massacres font date. Sous Abdülhamid II, 200 000 Arméniens sont tués entre 1894 et 1896, puis 30 000 en 1909. Ces 2 épisodes sont gravés dans la mémoire des Arméniens, et les membres de la famille Manouchian ont grandi dans leurs souvenirs. Entre février 1915 et l'automne 1916, environ 1,5 million d'Arméniens seront déportés puis exterminés. Le mot de génocide viendra après la Seconde Guerre mondiale, donner un nom à l'horreur vécue par les parents de Misak Manouchian. Son père est tombé au combat et sa mère victime de la famine pendant le génocide. Misak et son frère Garabed se retrouvent orphelins. Ils rejoignent l'orphelinat de Djounieh au Liban où ils apprennent l'arménien et le français. Le Liban est alors sous mandat français. À l'orphelinat, on apprend aussi un métier, la menuiserie pour Misak et son frère. C'est avec cette formation que Garabed d'abord, puis Misak ensuite, quitte le Liban pour répondre aux besoins de main-d'œuvre immigrée d'une Europe qui a perdu beaucoup d'hommes lors des combats de la Première Guerre mondiale. En 1923, Garabed arrive à Marseille, en France, où il est recruté en tant que menuisier dans la Société des forges et des chantiers de la Méditerranée. Misak le rejoint en septembre 1924. Il doit se faire enregistrer au registre d'immatriculation des étrangers, dans la commune où il travaille, la Seine-sur-Mer. On estime qu'entre 1922 et 1927, près de 60 000 réfugiés arméniens ont débarqué au port de la Joliette à Marseille. Les 2 frères quittent Marseille pour Paris en 1925. Garabed meurt de la tuberculose en 1927. Très affecté par cette perte, Misak trouve refuge dans les cercles intellectuels arméniens. Il fonde en 1930 la revue littéraire des jeunes, Tchank. Il publie des poèmes comme celui dédié à son professeur. Il le lui envoie avec une lettre qui évoque les difficultés qu'il a rencontrées en tant qu'ouvrier immigré. Par la poésie, Misak Manouchian tente de recréer un monde qu'il a perdu. En plus de cette activité littéraire, il est très impliqué dans la vie associative, et notamment au travers du HOK, Comité d'aide à l'Arménie soviétique. Au moment des émeutes du 6 février 1934, il prend conscience du péril fasciste et s'engage politiquement en adhérant au PCF. La même année, il rencontre, lors d'un bal donné par le HOK, une jeune fille qui deviendra son grand amour, Mélinée Assadourian. L'un et l'autre participent activement à la vie associative arménienne. Les années qui vont suivre vont marquer Misak Manouchian, comme nous l'a expliqué Denis Péchanski, directeur de recherche émérite au CNRS, quand il est venu nous rendre visite au collège. Ce sont les années 30, avec la montée du fascisme, la montée du nazisme, la prise de pouvoir par Hitler en 1933, et c'est le moment de la prise de conscience politique, vraiment, de Misak Manouchian. Et il va être dans ces structures-là qui sont dans la mouvance communiste, et en particulier dans la main-d'œuvre immigrée. Donc, c'est ça qu'il a construit, c'est le Front populaire qu'il a construit, son engagement dans le Front populaire. Le parcours de Misak Manouchian, de l'Empire ottoman à la Syrie, puis à la France, a contribué à forger sa personnalité. Sa condition ouvrière lui fait découvrir le monde ouvrier, sa rudesse, mais également son humanité et sa solidarité. Sa passion littéraire le connecte aux intellectuels arméniens et lui forge une culture riche et variée.
Ce sont toutes ces identités qui le mènent vers le combat syndical et l'engagement politique. Mais vient la guerre, mais vient aussi un épisode que j'ai découvert il y a 5 mois qu'on ne connaissait pas. Il a demandé par 2 fois la nationalité française, en 1933 et 1940. Et c'était totalement inconnu. Je l'ai découvert par hasard. Donc après, je vais voir les dossiers de naturalisation de Manouchian, et ça voulait dire aussi quelque chose. Ça voulait dire eh bien que sa nouvelle patrie, sa deuxième patrie, c'était la France, mais pas n'importe quelle France. La France des droits de l'homme. La France de 89, de la Révolution française, la France des Lumières. C'est ça qui va le porter aussi. Et c'est tout ça qui explique son engagement dans la résistance, qui sera comme naturel, comme pour beaucoup de ces étrangers qui sont engagés. D'ailleurs, il s'était déjà engagé dans l'armée dès 1939. Mais il va s'engager dans ce combat clandestin. C'est donc un homme déjà engagé politiquement et intellectuellement qui décide de s'engager dans le combat militaire pour défendre la France. Depuis septembre 1939, la France est en guerre contre l'Allemagne nazie. Missak l'Arménien s'engage dans l'armée française pour une courte période. Sa seconde demande de naturalisation n'aboutit pas. En juin 1940, l'armée française est défaite et l'Allemagne occupe la France. Dans les mois qui suivent, une collaboration débute entre le gouvernement français du maréchal Pétain et l'Allemagne nazie. Le 21 juin 1941, l'Allemagne rompt le pacte et envahit l'URSS. C'est un soulagement pour les militants de la MOI. Les communistes peuvent s'engager pleinement dans la lutte contre l'occupant nazi. Le régime de Vichy, son allié, s'emploie alors à les pourchasser activement. Missak Manouchian, repéré comme membre du parti, est arrêté et interné 77 jours entre juin et septembre 1941 au camp de Royal-Lieu à Compiègne. Dès sa sortie, il décide de s'engager dans la lutte armée au sein de la résistance communiste. Son destin est en marche. Je m'étais engagé dans l'armée de la libération en soldat volontaire, et je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Manouchian nous dit qu'il s'est engagé dans l'armée de la libération. Il prend place au sein de la résistance immigrée. À partir de l'été 1941, le Parti communiste s'est engagé dans la lutte armée. Et très rapidement, les étrangers ont un rôle important parmi ces groupes armés. Et parmi les groupes armés de Paris, se met en place des structures au fur et à mesure. Bon, je vais passer sur les premières ébauches, mais ça se structure au printemps 1942 sous le nom de francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée de la région parisienne. Il y en a évidemment dans d'autres villes de France. Et c'est Holban, donc un Roumain, un juif roumain, qui prend le commandement militaire de cette nouvelle structure dès avril 1942. Donc. Et il va être le chef militaire de ces groupes parisiens jusqu'à être remplacé par Manouchian. Intéressons-nous aux résistants des FTP-MOI. Comment fonctionnaient-ils? Qui étaient-ils? Pour y répondre, analysons ensemble ce document exceptionnel. Ce document est un communiqué du 2e détachement des FTP-MOI de la région parisienne conservé au mémorial de la Shoah. Il est rédigé sur du papier pelure, un papier très fin qui montre que le papier était rare, ou peut-être qu'il s'agissait de double. Il est rédigé afin de montrer à la direction du parti quelles actions de résistance le 2e détachement a réalisées. On peut lire la mention « Juif ». Pourquoi ? Pour répondre à cette question, nous devons analyser la structure des FTP-MOI. Ils dépendent de l'organisation de résistance communiste FTP, francs-tireurs et partisans qui voit le jour à partir de 1941. Les FTP regroupent les résistants français, les FTPF, et les résistants communistes immigrés, FTP-MOI, main-d'œuvre immigrée.
En région parisienne, les FTP-MOI sont divisés en détachements organisés en groupes de langues. Le deuxième détachement est donc celui des Juifs, c'est-à-dire de langue yiddish. En lisant ce document, on remarque immédiatement que les FTP-MOI fonctionnent par petits groupes de partisans, 3 le plus souvent. 3 partisans seulement pour limiter les risques, 3 partisans pour des opérations rapides, 3 partisans qui ont chacun leur rôle. Un qui agit, l'autre qui seconde si besoin, et le troisième qui surveille. Quelles actions mènent ces partisans ? Le 11 août 1942, vers 23h, 3 partisans armés ont posé une bombe à retardement dans un hôtel Bosch, près du métro Iéna. La bombe a explosé en faisant des dégâts. Les 3 partisans se sont retirés en bon ordre. Grâce à ce rapport, on apprend que les membres des FTP-MOI procèdent à des attentats, des grenadages contre les troupes allemandes d'occupation, mais aussi contre les Français collaborateurs, les Indiques. Le 8 juin 1942, un groupe composé de 3 partisans a pénétré dans le domicile d'un fourreur indicateur travaillant pour les Bosch. Et en particulier, l'équipe intervient entre la gare de l'Est et tout ce qui part vers l'Est de la France, entre Reims et Troyes. Par exemple, à plusieurs reprises, ils vont faire des attentats en direction de Troyes parce que c'était les trains qui repartaient en Allemagne, soit des trains qui emmenaient les réquisitions. Les partisans utilisent un armement de fortune qu'ils fabriquent eux-mêmes, à l'image de cette bombe artisanale récupérée par la police sur un lieu d'attentat en octobre 1942. L'analyse du document nous permet d'entrevoir la fréquence des actions menées par les FTP-MOI. Ainsi, entre fin mai et septembre 1942, le deuxième détachement a mené 8 actions. Au total, entre juin 1942 et juillet 1943, les FTP-MOI ont mené 203 actions armées, soit une tous les 3 à 4 jours. Des actions fulgurantes mais toujours dangereuses, les risques sont énormes comme le rappelle le communiqué. 2 de ces partisans sont tombés entre les mains de l'ennemi et fusillés un mois plus tard. Arsène Tchakarian, un ancien FTP-MOI rescapé, témoigne. Nous ne sommes pas des héros. Il ne faut pas croire que nous n'avions pas peur. Nous avons résisté parce que nous en avions la possibilité. Pas de famille, pas de travail. Et parce que nous aimions la France. Elle nous avait adoptés. Un document vient confirmer ce témoignage de Arsène Tchakarian. Étudions-le ensemble. Il s'agit d'un document interne des FTP-MOI qui recense l'ensemble des partisans en action en septembre 1943. Chaque partisan est identifié par un numéro de matricule, de façon à garantir l'anonymat et la sécurité des combattants. On repère dans les triangles de direction le matricule 10300, Missak Manouchian. On remarque que le deuxième détachement a disparu des effectifs. Qu'est-il devenu ? Il a été très actif, 60 opérations entre juillet 1942 et juillet 1943. Les partisans du deuxième détachement ont été traqués par les policiers français des brigades spéciales. À la suite de nombreuses arrestations liées à la deuxième filature, le détachement est en partie tombé. L'équipe a été disloquée, les partisans répartis dans les autres détachements. C'est ce que montre ce document. Regardons plus précisément la ligne de l'équipe spéciale. On retrouve 10 318 Léo Kneller, 10 305 Marcel Reymann, 10 608 Celestino Alfonso. Ce sont ces 3-là qui, sous le commandement militaire de Missak Manouchian, vont mener le 28 août 1943 l'action qui conduira à la mort de Julius Ritter, haut responsable nazi. L'attentat de Ritter, alors ça, voilà un exemple qui est très très important. Ritter était le responsable du service de travail obligatoire en France. Donc c'était un Allemand, un officier supérieur, qui était tout simplement chargé de l'envoi des jeunes, puisque c'était des gamins de 18 ans, 19 ans, 20 ans, enfin des jeunes, pardon, de 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, et qui étaient envoyés de force en Allemagne pour le travail obligatoire. C'est une action qui est menée par ce qu'on appelait l'équipe spéciale, c'est l'une des composantes des FTP-MOI, et ils ont exécuté un homme qu'ils ne savaient pas être Ritter, et qui s'est avéré être Ritter, et qui a eu une importance absolument majeure, évidemment, aussi parce que les Allemands se disent « Non mais c'est pas possible,
faut arrêter là. On est en train de nous tuer nos généraux là. Le 28 septembre, à 9h du matin, dans la rue Pétrarque à Paris, 3 partisans armés de pistolets ont abattu le docteur Ritter, représentant en France le Gauleiter Sokol. Cet acte a été accompli pour venger tous les prisonniers français et déportés en Allemagne et tous les réfractaires qui ne veulent pas aller travailler en Allemagne. Nous laissons l'état-major apprécier la portée politique de cette action. Nous demandons les félicitations pour l'équipe. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour racheter sa peau et ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse. Ceux qui m'ont fait du mal, ils sont nombreux. Les traîtres, bien sûr, ceux qui ont craqué sous la torture, ceux qui ont parlé et à qui on en veut encore, au moment de mourir. Mais les responsables de cette arrestation, ce sont d'abord les policiers français. Pourquoi la police française s'engage là-dedans ? Eh bien, il faut remonter à Vichy. Il faut remonter au choix de Pétain. Pétain a choisi la collaboration. Pétain a choisi de mettre en place un régime autoritaire mis en place de fait grâce à la défaite de mai-juin 1940. Dans ce contexte, René Bousquet, qui dirige la police française sous la direction de Laval, organise les différents services de police. Il met en place Jean Enoch à la direction des brigades spéciales numéro 2. Au sein des BS2, Gaston Barachin dirige l'équipe numéro 5, qui a pour mission de repérer, traquer, arrêter les francs-tireurs et partisans. C'est surtout au moment de la lutte armée, où le Parti communiste s'engage dans la lutte armée à Paris, que là, sous la houlette de Fernand David, qui est un jeune commissaire, on va renforcer cette brigade spéciale qui va être chargée de la répression anticommuniste. Pour cela, les policiers de la brigade spéciale, dont les effectifs sont montés à 200 inspecteurs en janvier 1942, mettent en place une technique très efficace, la filature. La filature consiste à identifier un suspect et à le suivre quotidiennement afin de repérer tous ses complices. Voici le rapport des inspecteurs de la BS sur la filature de Bourg, alias Manouchian. 24 septembre 1943. À pied, en passant par Montrouge, ils arrivent à la porte d'Orléans. Ils échangent des papiers, puis se séparent. Manouchian fait quelques emplettes dans le quartier et à 12h30 pénètre rue de Plaisance numéro 11. Il ne ressort pas de la soirée. La BS2 a alors localisé Manouchian, mais ignore encore qu'il est le responsable militaire des FTP-MOI parisiens. Le 28 septembre 1943. Manouchian sort de son domicile à 10h30 et prend le métro à Alésia pour descendre à la gare du Nord. Son train étant vraisemblablement parti, il déjeune à la terrasse d'un café voisin de la gare. À 12h05, il prend le train et descend à 13h10 à la gare de Mériel dans l'Oise. À la sortie de la gare, il rencontre un homme qui n'est autre que le nommé Estin Joseph, né le 16 octobre 1910 au Bouscat. Ils circulent ensemble et, sur la route de l'île Adam, ils pénètrent dans le café-restaurant Majestic, 6 à 7 endroits. Ils s'enfoncent dans les bois sous une pluie battante. Nous sommes, pour ne pas éveiller leur méfiance, obligés de cesser la surveillance. Les policiers assistent au rendez-vous hebdomadaire entre Manouchian et son chef direct, le responsable des FTP de la région parisienne, Joseph Epstein. 10 novembre 1943. Manouchian sort de chez lui à 7h15, prend le métro à Pernetti et descend à la gare de Lyon. Il prend le train à 8h02 et descend à Brunoy à 8h45. À la sortie de la gare, il retrouve Estin. Ils se rendent à Épinay-sous-Sénart, puis font demi-tour et se rendent dans un café situé devant la gare de Brunoy, où ils demeurent 50 minutes. Ils se séparent à 11h30. Manouchian prend le train en direction de Paris. À partir de cette filature, les policiers de la BS2 établissent un premier document de synthèse sur chaque individu filoché. Le voici. Sur la fiche figure un surnom, Bourg. Lorsque les policiers repèrent un nouveau suspect,
Ils lui donnent un surnom en attendant de découvrir son identité. Le plus souvent, c'est le nom du lieu où ils l'ont rencontré pour la première fois. Ici, Bourg-la-Reine. Les renseignements en bleu ont été rajoutés par la suite, au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête. Son nom, Missak Manouchian. L'adresse de sa planque, 11 rue de Plaisance. Sa date de naissance. Son signalement est donné immédiatement. 38 ans, 1m65, corpulence forte, cheveux bruns bouclés, coiffés en arrière, teint mat type oriental, complet noir, chaussures fauves, petite serviette noire. La filature de Manouchian débute le 24 septembre 1943, lorsqu'il rencontre Ivry, déjà repéré dans le cadre de la filature de Reimann. Cette filature permettra en un mois et demi d'identifier 12 personnes. La filature ne laisse aucune place à l'erreur. Dès lors que la planque est repérée, le piège se referme très rapidement. À partir de ce travail, les inspecteurs constituent une sorte de toile d'araignée qui permet de lier Bourg à Ivry et qui donne la liste des contacts de Bourg. Myriel, Blondine, Razmotte, Colombine, Mongol, Orléans, Noiraude, Papin, Plumette, Maine et Combes. Cette toile des contacts de Bourg vient compléter celle des contacts d'Ivry, Strasbourg, Chaumont, Reimann. Le 5 novembre, les inspecteurs de la BS2 ont identifié la totalité des membres des FTP-MOI, comme le montre ce document de travail de la police. C'est à partir de ce schéma que les inspecteurs lancent l'opération du 16 novembre, qui conduit à l'arrestation de 68 résistants, parmi lesquels ceux qui seront condamnés à mort le 21 février. Comment Méliné a-t-elle pu échapper à l'arrestation ? C'est une découverte récente, mais on sait qu'ils ont décidé de vivre séparément. Missak dans une planque, rue de Plaisance, elle dans une autre, rue de Louvois, et c'est ce qui l'a sauvée. À partir du coup de filet du 16 novembre, pendant 3 mois, les prisonniers sont gardés et torturés à la prison de Fresnes. Les Allemands voudraient faire de ce procès un exemple retentissant. C'est pourquoi leur service de propagande met en scène des photos du groupe qui sera dit par la suite groupe Manouchian. Du 15 au 18 février 1944, le procès a lieu à l'hôtel Continental, 3 rue de Castiglione, devant la cour martiale du tribunal allemand. Le procès se tient à huis clos. Seuls quelques journalistes collaborationnistes sont autorisés à le suivre. Les unes des journaux, conformes à l'idéologie pétainiste de la Révolution nationale, dénoncent le juif, l'étranger, le communiste. Les résistants sont présentés comme des terroristes étrangers. Dans le journal Le Matin, le 19 février 1944, paraît un article de Pierre Malot. Le tribunal militaire allemand juge 24 terroristes ayant commis 37 attentats et 14 déraillements. Manouchian est ainsi décrit. Des cheveux de jais, des sourcils touffus, la partie inférieure du visage avancée comme un groin. Paris Soir titre, le lundi 21 février. Le mouvement ouvrier immigré était dirigé par des juifs qui prenaient leurs ordres à Moscou. Le Petit Parisien, le 22 février, annonce le verdict. 23 sur 24 des terroristes sont condamnés à mort. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec courage et sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne. Et si je l'ai fait sans haine. Les FTP-MOI de la région parisienne multiplient les actions. Parmi eux se trouvent les 23 membres du groupe Manouchian qui seront exécutés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Leurs photographies anthropométriques ont été prises par les brigades spéciales au moment de leur arrestation. On repère la date sous la photo, ici, Boxov, 18 novembre 1943. À la prison de Fresnes, les services allemands ont également fait des photographies. Il s'agit d'une mise en scène destinée à une possible médiatisation du procès. Sur les 23 accusés, 18 ont ainsi été pris en photo. Celestino Alfonso, 27 ans, espagnol. Olga Bancic, 32 ans, roumaine.
Joseph Boksov, 38 ans, hongrois. Georges Cloarec, 20 ans, français. Rino Della Negra, 19 ans, français. Pas de photos faites par les brigades spéciales. Thomas Elek, 18 ans, hongrois. Maurice Fingerzweig, 19 ans, polonais. Spartaco Fontano, 22 ans, italien. Jonas Geduldisch, 26 ans, polonais. Emmerich Glass, 42 ans, hongrois. Léon Goldberg, 19 ans, polonais. Szlamak Szewasz, 34 ans, polonais. Stanislas Kubacki, 36 ans, polonais. Cesare Lucarini, 22 ans, italien. Misak Manouchian, 37 ans, arménien. Armenak Arpen Manoukian, 44 ans, arménien. Marcel Reimann, 21 ans, polonais. Roger Rouxel, 18 ans, français. Antoine Salvadori, 24 ans, italien. Willy Shapiro, 29 ans, polonais. Amedeo Useglio, 32 ans, italien. Wolf Weisbrot, 18 ans, polonais. Robert Witschitz, 19 ans, français. Parmi tous ces résistants, arrêtons-nous sur le parcours de deux d'entre eux. Olga Banksik, mère d'une petite fille et seule femme du groupe, et Rino Della Negra, l'un des plus jeunes qui menait en parallèle une carrière de footballeur. Issue d'un milieu ouvrier très modeste, Olga Banksik est née en Bessarabie, dans une famille juive, en mai 1912. Rino Della Negra, dont les parents sont originaires du Frioul en Italie, est né le 18 août 1923 dans le nord de la France, à Vimy. Avant d'être dans les FTP-MOI, Rino et Olga ont eu des métiers manuels difficiles. Dès l'âge de 12 ans, Olga travaillait dans une usine de matelas. Mariée à 16 ans, elle se rendit en Roumanie, puis elle et son mari s'installèrent en France en 1938. En 1939, elle donne naissance à une petite fille, Dolores. Rino, quant à lui, grandit à Argenteuil, dans le quartier Mazagran, un quartier populaire italien. Né en 1923, on le retrouve en 1937, à l'âge de 14 ans, apprenti ajusteur aux usines Chausson d'Asnières. C'est dans cette sociabilité ouvrière qu'il fréquente le football club d'Argenteuil. Son talent est reconnu et lui permet de jouer en 1942 pour le prestigieux club du Red Star de Saint-Ouen. L'un comme l'autre s'engage précocement dans les luttes politiques et sociales de la fin des années 1930. Olga a adhéré au Parti communiste. Rino, plus jeune, prend pour modèle ses amis d'enfance partis combattre en Espagne dans le camp républicain. Lorsque la France est vaincue et occupée en 1940, il s'oppose à l'occupation allemande et à la xénophobie du régime de Vichy. C'est pourquoi, au nom de la défense de la liberté, il s'engage clandestinement dans la résistance armée. Olga assure la garde, la distribution et la récupération des armes des FTP-MOI. Pour les cacher, elle loue différents appartements avec des noms d'emprunt. Elle est aussi bien Pierrette, Marie Lebon ou encore Madame Martin. Les femmes ont un rôle particulier dans la résistance. Comme nous l'a expliqué Jean Vicreux, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne. Autre chose dans la modalité opératoire qu'on pourrait évoquer, c'est le rôle des femmes. On l'a dit pour le renseignement, mais c'est elles qui apportaient les armes. Parce qu'il fallait ensuite que ce détachement de 3 personnes, alors qu'ils étaient 3, ils étaient 6, ça dépendait des moments parce qu'il pouvait y avoir plusieurs guetteurs, mais ceux qui devaient commettre l'attentat, il fallait ensuite qu'ils puissent repartir dans la foule ou repartir à bicyclette, repartir à vélo, mais sans les armes. Il fallait jamais être arrêté avec des armes. Donc les armes étaient déposées dans un endroit, soit une gare de métro, la plupart du temps c'était des rendez-vous qui se faisaient dans les métros, et après on les redéposait au même endroit, et c'est les femmes qui les ramenaient. Rino distribue des tracts, participe à des attaques contre des Allemands et sabote des trains. Il se fait appeler Robin, Gilbert Royer ou encore Châtel.
Le 12 novembre 1943, rue Lafayette, Rino, qui participe à l'attaque d'un convoyeur de fonds, est blessé, arrêté pour être conduit à l'hôpital, puis emprisonné à Fresnes. Cela déclenche le coup de filet du 16 novembre 1943 qui démantèle le réseau des FTP-MOI de la région parisienne. Olga est donc arrêtée, torturée et envoyée devant un tribunal à Stuttgart, en Allemagne. Les Allemands n'exécutaient pas de femmes en France. Olga est autorisée à écrire une dernière lettre à sa fille, pleine de tendresse. « Ma chère petite fille, mon cher petit amour, ta mère écrit la dernière lettre. Ma chère petite, demain, à 6h, le 10 mai, je ne serai plus. Mon amour, ne pleure pas, ta mère ne pleure pas non plus. » Elle est décapitée le 10 mai 1944. Rino écrit également une dernière lettre à ses parents par laquelle il découvre son engagement, son arrestation et sa mort. Il charge son petit frère de les consoler. « Petit frère, je veux t'envoyer un dernier petit mot pour que tu réconfortes de ton mieux maman et papa. Tu es fort et robuste et je te sais courageux. C'est pourquoi je ne veux pas de larmes. T'as compris, hein, mon vieux? Et faites un banquet. Enfin, faites tout pour le mieux. » Rino est fusillé le 21 février 1944 au Mont Valérien avec Manouchian et les autres résistants. J'en suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il méritera comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Alors que les 22 hommes du groupe Manouchian viennent d'être exécutés, l'occupant allemand va chercher à utiliser leur mort en menant une campagne médiatique de grande ampleur. Des milliers d'affiches sont placardées sur les murs des villes de France. Des tracts racistes et antisémites sont distribués. Il existe très peu de photos montrant ces affiches collées sur les murs. En voici deux. Il faut discréditer la résistance et, en particulier, les francs-tireurs et partisans MOI, organisation composée de communistes et d'étrangers. L'affiche rouge, comme on la désigne encore aujourd'hui, est un outil utilisé par les services de propagande allemandes pour faire passer les membres du groupe Manouchian pour une bande de criminels, de dangereux terroristes dont la population française devrait avoir peur. Noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, l'affiche qui semblait une tache de sang, comme l'écrira 11 ans plus tard le poète Aragon. Sur les 23 membres du groupe, seuls 10 figurent sur l'affiche. Ils ont été soigneusement sélectionnés par la propagande allemande, car ils sont hommes, étrangers et, pour certains, juifs. Manouchian étant placé au centre. Pas un seul Français sur l'affiche, alors que le groupe Manouchian en comptait 3. La xénophobie est une arme idéologique. Les nazis cherchent à monter la population française contre ces hommes qui ne seraient pas des résistants agissant pour la liberté de la France, mais simplement des bandits sanguinaires aux noms imprononçables. L'affiche est composée de 10 portraits noirs et blancs en médaillon, d'hommes photographiés de profil, comme les portraits des criminels, les yeux cernés de noir. Les mini-biographies apposées à côté des portraits insistent sur l'origine étrangère de ces hommes, associés au décompte de leurs crimes et attentats. Ainsi, les membres du groupe qui ne sont désignés que par leur nom de famille sans leur prénom sont réduits à leurs crimes et à leur caractère d'étrangers. Le fond rouge rappelle le crime, le sang qu'ils font couler par leurs actions terroristes, mais également la couleur du parti politique auquel ils appartiennent, le Parti communiste. L'affiche, réalisée par le service de propagande nazi, essaye d'être explicative.
La flèche, qui part des portraits des hommes du groupe Manouchian, semble désigner leur crime en exposant 6 photos rectangulaires qui montrent des déraillements de train, des armes ou encore un corps criblé de balles. Sur la fiche rouge, vous allez voir le corps d'un homme qui en fait est un commissaire français qui a été exécuté par les FTPF, pas par les FTPMOI. Alors il y a eu toute une série d'interprétations autour, honnêtement sans grand intérêt. Mais en revanche, on passe à côté de la chose essentielle. C'est que c'est un Français. Et pourquoi ils l'ont mis là ? C'est que s'ils avaient dû mettre une victime des attentats des FTP-MOI, ça aurait été un Allemand. C'était impossible et impensable d'imaginer que les Allemands, puisque c'est les Allemands qui sont derrière la campagne sur la fiche rouge, d'imaginer que les Allemands puissent accepter qu'on mette un officier allemand mort sur une affiche pour illustrer le travail de ces méchants judéo-bolcheviques qui étaient à l'action en 1943. Le slogan, situé en haut, pose une fausse question. Des libérateurs, à laquelle il est répondu de manière ironique en bas de l'affiche avec l'utilisation d'une phrase exclamative, la libération par l'armée du crime. Resté célèbre dans la mémoire collective, on peut se demander si la propagande nazie a réussi, si cette affiche était bonne ou mauvaise. La réponse est donnée par les vers du poète Aragon, qui parle de la réaction des Français quand ils ont découvert l'affiche sur les murs. Aragon écrit 11 ans après les faits, en 1955. C'est un poète, communiste, qui s'engage pour rendre hommage aux héros de l'affiche rouge. Il écrit son poème « Strophe pour se souvenir » à l'occasion du baptême d'une rue groupe Manouchian. Il y montre la présence sous l'une de ses affiches d'un graffiti résistant, tel que l'avait raconté en mars 1944 la revue Les Lettres françaises clandestines. Mais la nuit, bravant le couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France » et les mornes matins en étaient différents. La population française semble admirer et soutenir l'action de ces résistants, exécutés et utilisés par l'occupant. Finalement, l'affiche rouge, qui cherchait à diviser les Français, a, au contraire, permis de faire connaître Manouchian. Le poète Aragon lui redonnera voix et vie dans son poème en citant les mots qu'il écrit à sa femme Mélinée dans sa dernière lettre. « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Aragon, dans Strophe pour se souvenir, est influencé, et n'est pas influencé, prend en charge, accueille dans son propre texte, accueille dans son français parfait des mots de Manouchian. Les mots qu'il prend en charge sont les mots d'une lettre privée, mais déjà très belle, et qui en soi est d'une certaine façon un poème, qui est un très beau poème d'adieu, qui est la lettre que Manouchian adresse à Mélinée, son épouse, au moment où il va être fusillé. Alors ce que fait Aragon, c'est de parvenir à mettre en mesure de 12 syllabes, en vers français, la prose de Manouchian, en étant très très respectueux des mots qu'il utilise. Il a été touché par le fait que Manouchian était et un résistant et un poète, et qu'il le montre aussi dans ses proses. Non seulement l'affiche rouge n'a pas atteint sa cible, mais en plus, Manouchian reste aujourd'hui dans notre mémoire collective comme un grand résistant, poète à ses heures et héros de notre République. L'affiche, très haute et dramatique, avec ses 10 médaillons sur un fond rouge sang. C'est l'affiche des libérateurs qui représentent des terroristes juifs. Un Hongrois, un Espagnol, un Arménien, un Italien, des Polonais. La foule se presse, silencieuse, au-dessus de chacun des portraits. Et pour nous faire horreur sans doute. On a noté leurs exploits. L'un d'eux a eu à son actif 56 déraillements, 150 morts et 1000 blessés. Beau tableau de chasse, dit quelqu'un. Une femme confie à son compagnon. Ils ne sont pas parvenus à leur faire de sale gueule. Et c'était vrai. Malgré les passages à tabac, malgré la réclusion et la faim, les passants contemplent longuement ces visages énergiques au large front. Longuement et gravement, comme on salue des amis morts. Dans les yeux, aucune curiosité malsaine, mais de l'admiration, de la sympathie,
comme s'ils étaient des nôtres. Et en fait, ils étaient des nôtres, puisqu'ils luttaient parmi des milliers des nôtres pour notre patrie, parce qu'elle est aussi la patrie de la liberté. Sur l'une des affiches, la nuit, quelqu'un a écrit au charbon, en lettres capitales, ce seul mot, martyr. C'est l'hommage de Paris à ceux qui se sont battus pour la liberté. Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre.